Cette dernière table ronde de la journée qui s'intitule « Construire un produit touristique centré sur la gastronomie ». Autrement dit, on va se poser la question du rapprochement entre le producteur et le consommateur, les modalités d'établissement de la rencontre et du contact entre les deux. Par rapport au double questionnement qui avait été soulevé ce matin par Jean-Jacques Bouteau à propos de la gastronomie vaut-elle le détour, savoir si c'était le détour du touriste ou le détour du produit, là clairement on est positionné sur le premier cas, c'est-à-dire qu'on cherche à faire déplacer le touriste ou le touriste potentiel vers le producteur. Évidemment, dans un premier temps, il faut capter ce qui a été appelé ce matin l'attention de ce touriste. Mais il faut que le stimulus de ses sens soit suffisamment fort pour déclencher l'acte, pour aller jusqu'au déplacement et la rencontre du producteur. Trois petites remarques personnelles complémentaires avant de lancer cette table ronde. Et en rebondissant sur certains éléments qui ont été évoqués dans les deux tables rondes précédentes ce matin, la première chose, il me semble nécessaire de prendre en compte la représentation que se fait le touriste ou le consommateur d'une spécialité régionale pour pouvoir l'attirer et ne pas raisonner seulement en définissant le produit selon les termes du producteur. Deuxième remarque, il faut prendre en compte, voire intégrer, l'environnement spatial et économique du produit proposé. En un mot, prendre en compte le terroir, c'est-à-dire les paysages, la culture, les conditions climatiques, la mise en scène, l'ambiance, comme on pourrait dire, de production de ce produit. Il est évident qu'on n'apprécie pas de la même façon la même bouteille de Vouvray ou de Pauillac dans la cave de Vouvray ou de Pauillac que chez un caviste, même chez un très bon caviste de Toulouse ou de Paris. Et troisième élément, et peut-être le plus important, et je pense qu'on aura ici des témoignages, c'est que le producteur arrive à faire partager sa passion vers le touriste, mais aussi lui faire découvrir comment on élabore le produit. On l'a dit ce matin, Marc Meudon a donné l'exemple de ses visiteurs chez les éleveurs de chapons en Bresse. Et ça, c'est un élément important et qu'on va reprendre au cours de cette table ronde, mais aussi les difficultés, les risques d'élaboration dans ce produit. Ce matin, on a dit quelques mots de l'aspect coût, mais au-delà de l'aspect coût, il y a aussi des contraintes de sécurité au sens large. Et quand je dis sécurité, on accueille du public, mais il y a aussi les règles d'hygiène à respecter. Il y a un univers contraignant que le touriste ou le consommateur, dont le touriste ou le consommateur n'a pas forcément conscience. Pour illustrer et débattre de ce thème, nous avons une brochette d'intervenants, une brochette assez significative avec plusieurs mondes, si je puis dire. On commencera par le témoignage de Véronique Hucot, qui est responsable d'une association qui existe, si je ne me trompe pas, en tant que telle depuis 1997, donc il y a une assez longue expérience, l'association des fromages d'Auvergne, l'AFA, qui exposera la problématique, et en particulier la problématique de la route des fromages d'Auvergne, sachant que demain on aura l'occasion dans le no-tourisme de parler de la route des vins, c'est pour ça que j'ai préféré choisir les fromages. Et elle est d'ailleurs accompagnée d'une productrice de Saint-Nectaire, Madame Sarliève, qui donnera quelques mots de témoignage et qui éventuellement pourra répondre aux questions que vous vous posez par rapport au sujet. Nous avons également comme intervenant Monsieur Erwan Kor, qui est le directeur de la production de Smartbox, que vous devez connaître, sur les coffrets cadeaux,
Et là, on centrera le thème sur les coffrets cadeaux tourisme gastronomie. Donc là, on a une prestation de service intermédiaire, c'est intéressant. Alors, il y a un certain nombre de sociétés qui travaillent sur ce thème, qui sont en plein développement, et c'est intéressant de faire le lien sur l'aspect commercialisation de ces produits et relation avec les producteurs. Nous aurons également l'intervention de M. Stéphane Grolier, qui est sous-directeur de l'ingénierie à Atout France. Alors, il nous dira en un mot l'origine d'Atout France, puisque c'est issu d'un regroupement de l'année 2009, important en matière de tourisme, et il nous présentera un peu les aspects de la gastronomie comme attractivité touristique au niveau national et aussi au niveau international. Et enfin, Monsieur Philippe Callot, qui est professeur de marketing à l'ESSEM, École supérieure de commerce de Tours-Poitiers, qui a beaucoup travaillé et beaucoup publié dans le domaine du tourisme, nous exposera quelques aspects fondamentaux sur le marketing dans le domaine. Alors, pour pas trop tarder, je vais tout de suite passer la parole à Véronique Hucot, qui, après quelques mots de présentation, je crois, va nous mettre dans le vif du sujet avec un petit film court. On prendra la version courte, on avait une version un peu plus longue, mais comme il y a pas mal d'intervenants, on va prendre la version courte en 4 minutes. Nous positionnera un peu le problème et après construira son exposé avec le diaporama. Je vous laisse la parole, Madame Hucot. Merci. Donc, bonjour à tous. Sans plus trop tarder, on va regarder d'abord le film. Ça vous positionnera bien ce que c'est que la route des fromages et puis ça vous donnera sans doute envie d'aller voir. Et puis ensuite, je vous expliquerai comment on a construit ça et ce que ça nous apporte en fait d'avoir construit ça, parce qu'il ne faut pas se leurrer. À la base, nous, on n'est pas là pour faire du tourisme, mais bien là pour vendre du fromage. Donc, c'est quand même bien un outil de promotion pour nous. Voilà, donc on va d'abord regarder le film. C'est moi qui choisis. Si le lait est à l'origine du goût des fromages, c'est le terroir qui caractérise le goût du lait. L'Auvergne est réputée pour la diversité de son paysage, chaîne des volcans, lacs et montagnes, vallées glaciaires et plateaux d'esquimaux. C'est en concurrence sur ce terroir d'exception que les vaches donnent leur meilleur lait qui est à l'origine de fromages de grande qualité. Désormais, les fromages d'Auvergne sont reconnus au niveau européen grâce à l'AOP, appellation d'origine protégée, qui succède au signe d'identité nationale, l'AOC, appellation d'origine contrôlée. Les 5 fromages AOP d'Auvergne au lait de vache sont unis par la route des fromages. Le Cantal, toute une histoire. Le Cantal, le plus ancien des fromages d'Auvergne, dont la durée d'affinage exacte de goût. Le Saint-Nectaire, un fromage de roi. Le Saint-Nectaire, avec sa pâte fondante et sa croûte fleurie, et son goût subtil de noisette.
fromage exclusivement fermier. Les salaires, au lait cru, au goût fruité, corsé et épicé. Le bleu d'Auvergne, un fromage de caractère. Caractère, il allie à une texture crémeuse. La fourme d'Ambert, le plus doux des fromages bleus. Son goût subtil, tout en douceur, laisse transparaître des notes parfumées et un arôme délicat. Nous vous invitons à découvrir, auprès d'une quarantaine d'étapes, la route des fromages AOP d'Auvergne. Les producteurs fermiers, fromageries, laiteries et affineurs vous proposent de découvrir toute la diversité des terroirs, des saveurs et des savoir-faire. Si le lait est à l'origine du goût des fromages, c'est le terroir qui caractérise le On est reparti pour un tour là. En démonté en boucle, hein. Il faut qu'il l'arrête parce que ça c'est mon PowerPoint, mais Ah oui. Ah, faut arrêter le... Il faut arrêter là. le disque. S'il vous plaît. Merci. j'ai du son. Bon voilà, donc en 2 mots, donc vous avez vu les images un petit peu de nos zones AOC, donc AOP maintenant, puisqu'en fait l'AOC, comme vous l'avez compris, est devenue AOP simplement pour avoir un sigle européen, puisqu'en fait l'AOC n'existait pas au niveau européen. Donc voilà, maintenant on a au niveau de tous les pays européens, on utilise ce petit logo jaune et rouge que vous avez derrière moi. Donc la route des fromages, comme vous l'avez compris, c'est une quarantaine d'étapes qui sont soit des productions fermières, soit des coopératives, des laiteries, qui permettent en fait au grand public touristes qui viennent en Auvergne en fait de découvrir la production de nos 5 fromages AOP d'Auvergne que sont le Cantal, le Saint-Nectaire, le Bleu d'Auvergne, la Fourme d'Ambert et le Salaire. Et donc, alors, contrairement à la route des vins, c'est pas un parcours où on a un début, une fin en fait. Hein. Répartis sur les 2 départements du Puy-de-Dôme et du Cantal, on a donc les étapes qui sont un petit peu posées en fonction de leur localisation, mais on n'a pas de chemin à suivre. On voit les petits panneaux comme ça le long, enfin, au détour des routes et qui nous emmènent vers les étapes. Voilà, donc en gros, là, je vais vous présenter ce que c'est que l'Association des fromages d'Auvergne. Ensuite, je vous expliquerai ce que c'est la route et puis quelles pistes on a pour l'avenir. Donc l'Association des fromages d'Auvergne est en fait une association qui est une collective de promotion qui regroupe les 4 syndicats interprofessionnels de défense des AOP. Donc le comité interprofessionnel des fromages du Cantal qui défend le Cantal et le Salaire, l'interprofession du Saint-Nectaire, le syndicat interprofessionnel régional du Bleu d'Auvergne et le syndicat interprofessionnel de la Fourme d'Ambert. Voilà, donc au total, les fromages que nous représentons représentent 46 000 tonnes à l'année. Ça représente environ un quart du tonnage des AOP de France.
Donc, on a un volume du coup qui équivaut à la première AOP fromagère de France, qui est le comté. Voilà, donc au niveau de nos domaines d'intervention, on a un domaine très, très large en fait, hein, qui va de la communication corporate aux nouveaux médias, en passant par la promotion, les relations publiques, ce que je suis en train de faire, les relations presse, évidemment l'étude et le contrôle de nos actions, hein, puisqu'on fait pas mal de post-tests également. Et puis donc la gestion de la route des fromages et toutes les actions qu'on a en régional. Alors le pourquoi en fait de ces actions, c'est qu'on s'est aperçu avec nos études que le passage en Auvergne est un élément vraiment levier de la consommation de produits régionaux et de fromage en particulier. C'est-à-dire que quand on habite en France, n'importe où, et qu'on vient en vacances en Auvergne, on s'aperçoit qu'au retour, on consomme plus facilement de l'Auvergne. Donc, pourquoi pas du fromage dans son rayon de supermarché. Donc, on s'est dit, plutôt que de dépenser beaucoup d'argent et d'énergie à aller toucher le consommateur chez lui, pourquoi ne pas d'abord prendre le consommateur qui vient à nous et lui parler quand il est chez nous. C'est quand même plus facile, parce que d'abord c'est chez nous, donc nous on connaît. Et puis lui, en plus, ce consommateur, il est bien plus réceptif au message qu'on va lui transmettre, puisqu'il a fait le choix déjà de choisir cette destination, donc il est quelque part un peu plus réceptif que celui qui est resté dans son fauteuil, qui préfère largement aller en vacances à l'île Maurice et qui, l'Auvergne, il s'en fiche en fait. Donc voilà, pour concentrer nos moyens, on a commencé par prendre celui qui était un peu plus réceptif. Donc pourquoi la route des fromages? Donc voilà, la connaissance par ailleurs des conditions de production est aussi un facteur clé dans la fidélisation. En gros, on a plus tendance à consommer un produit qu'on connaît qu'un produit qu'on ne connaît pas. Et en plus, on a plus tendance à le faire consommer par d'autres, parce que justement, on a cette petite connaissance de ce produit. Tout simplement, quand on a une petite anecdote à raconter sur un produit, eh ben on la raconte. Donc, à nous de fournir ce genre de petites anecdotes pour justement donner envie de consommer et de faire consommer le produit. Par ailleurs, on sait aussi que créer un vécu avec le produit augmente aussi l'acte d'achat et l'intérêt pour le produit. Créer un vécu, ça veut dire, par exemple, aller le voir fabriquer. Ça veut dire le déguster dans des conditions un petit peu différentes de celles dont on a l'habitude au quotidien. Ça veut dire, je ne sais pas, aller traire une vache. Ça veut dire, voilà, que sais-je. Donc le passage en Auvergne augmente très fortement, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, la propension à acheter. Et puis un dernier élément, c'est que la route des fromages pour nous est un vrai outil de relation presse. Aujourd'hui, les journalistes qui viennent en voyage de presse en Auvergne, évidemment ont envie de rencontrer des producteurs, évidemment ont envie d'aller voir sur le terrain. Et c'est vrai que le fait d'avoir quelque chose de structuré, pour nous, c'est une vraie aide parce qu'on sait qui peut recevoir les journalistes tel jour à telle heure. Si le journaliste veut avoir un angle plutôt comme ça, on sait chez qui on va pouvoir l'envoyer parce qu'on connaît vraiment très bien les producteurs de la route et ce qu'ils savent et leurs points forts à chacun. Donc du coup, on sait orienter les journalistes au bon endroit et donc on gagne vraiment du temps et du coup, on est bien plus efficient même au niveau de notre intervention. Donc, les 40 étapes en question sont triées sur le volet. Donc, contrairement à d'autres routes, puisqu'on n'est évidemment pas les seuls, la route du comté, par exemple, est une route qui fonctionne sur le système du volontariat. C'est-à-dire que toutes les productions de comté dans la zone ont le droit de dire moi, je fais partie de la route du comté. Il suffit juste qu'ils le veuillent. Et ils mettent une pancarte, je suis dans la route du comté. Pour nous, c'est pas ça. Nous, en fait, on trie les étapes candidates. Nous, on va les voir. On évalue si elles correspondent bien à la charte de qualité qui a été écrite. Ensuite, si elles correspondent très bien, dans ce cas-là, elles ont une année probatoire pendant laquelle elles fonctionnent. Et ensuite seulement, on leur met des panneaux, on les met sur nos outils de communication, etc. Tout simplement parce que ça permet, de voir si nous, on ne s'est pas trompé, mais ça permet aussi à l'étape de voir si elle ne s'est pas trompée. Parce que c'est quand même beaucoup de travail, c'est de l'implication. On est assez strict sur, par exemple, le respect des horaires, des normes d'hygiène, etc. Et c'est vrai que du coup, ça implique quand même un travail supplémentaire. Et en particulier aux heures où, dans les exploitations agricoles, on a déjà beaucoup de travail, puisque c'est au moment de la traite ou au moment de la fabrication. Donc, normalement, on n'a pas vraiment de bras disponibles à ce moment-là. Donc, c'est toute une organisation et donc, il faut être bien conscient de ça. Donc, les étapes en question, donc on les trie, il faut obligatoirement que ce soit un lieu de fabrication, qu'on ait la possibilité de voir la fabrication, qu'on ait la possibilité d'acheter, etc. Donc là, peut-être, Yann, tu veux dire un petit mot sur... Yann Sarlier va être la représentante d'une étape de la route des fromages qui est là depuis la création, donc il y a 10 ans, de cette route.
Oui, donc je me présente, je suis Yann Sariev, productrice de fromage Saint-Nectaire, puisque nous nous trouvons sur la zone du Saint-Nectaire. Et quand nous avons pris la décision de créer un atelier de fabrication fromage, aussitôt on a pris aussi la décision que ce serait un lieu de vente et de visite. Car si on valorise mieux notre lait en le transformant en fromage, on le valorise d'autant mieux si on peut vendre le fromage sur place. Donc, on a fait un atelier de fabrication avec en même temps un couloir de visite. Car si on fait visiter notre production, eh bien, on doit répondre à des normes. On doit avoir un couloir de visite pour que le client, le consommateur, puisse réellement venir voir. Donc, si on veut vendre, ben, il fallait impérativement trouver un moyen de se faire connaître, car on a beau fabriquer le meilleur fromage, si on n'arrive pas à trouver le consommateur, ça ne marche pas non plus. Donc, on va essayer d'abord de notre côté d'essayer de trouver des possibilités. Et puis, on a pris connaissance de cette route des fromages et, comme vous le savez tous, l'union fait la force. Donc, en se groupant avec plusieurs étapes, en se faire aider par une association qui va vous fournir des recettes que vous pouvez distribuer, qui va vous fournir des pancartes, très important, puisqu'il faut qu'on nous trouve là-bas. Vous avez vu les images, en Auvergne, on est un peu caché. Eh bien, ça a été un grand plus pour nous. Et si la première année, on s'était félicité d'avoir 400 visiteurs, on a terminé au bout de 10 ans avec 6000 visiteurs. Donc pour nous, c'est quelque chose qui nous apporte énormément. Certes, il y a les contraintes, certes, on rouspète, on a des assemblées une fois par an, on n'est pas toujours d'accord, mais je trouve que c'est bien aussi, parce que ça permet l'un et l'autre de comprendre, d'essayer toujours de renouveler, parce qu'il faut rester en action. Il ne faut pas s'endormir sur ses acquis, il faut qu'on évolue et qu'on fasse vivre cette route pour qu'on nous trouve. Voilà. Donc justement, quand on en est aux obligations, je vais passer un peu vite parce que je crois que je déborde mon temps. Donc au niveau des obligations de l'État, ce qu'on vous disait tout à l'heure, donc les étapes signent une charte d'engagement. Elles se soumettent à 2 visites mystères par an, c'est-à-dire qu'on fait passer des faux touristes et on les évalue sur leur discours, la propreté des abords du lieu, est-ce qu'on déguste ou pas, etc. Et donc en fin de visite, ça c'est la nouveauté de l'année. Avant on leur disait pas, on leur disait qu'en fin de saison si c'était bien ou pas. Maintenant on a carrément un débriefing immédiat et il y a un plan de progrès qui est mis en place. Bon, cette année, en plus, on a eu d'excellents résultats de ce point de vue-là, donc on n'a pas eu besoin d'aller beaucoup plus loin. En contrepartie, l'AFA donc, anime le réseau, organise des évaluations, accompagne les progressions, etc. et organise des formations. Par exemple, cette année, on va mettre en place une formation en anglais. Organise des visites d'entreprise aussi, puisque les étapes aiment bien se visiter entre elles, puisque comme elles sont sur des AOC différentes, elles aiment bien un petit peu voir comment ça se passe ailleurs. Et puis, bien sûr, on met à disposition des outils, donc des sites internet, des choses au niveau de la promotion. Et ce qu'on disait tout à l'heure, des panneaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'initiale, il y a eu un investissement de pratiquement 1 million d'euros rien que pour les panneaux. Les panneaux, c'est beaucoup, 500 panneaux routiers. 1 million de francs. De francs, pardon, pas d'euros, vous avez raison. C'était en De francs, mais c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. 500 panneaux routiers avec un îlot en béton, etc., qu'il faut suivre toutes les années, rénover, etc. Donc c'est une grosse machine. Mais bon, c'est nécessaire, hein, parce que sinon personne ne trouverait rien. Donc ça représente à peu près 60 000 visiteurs par an comptés. C'est-à-dire que certaines étapes, par exemple, n'ouvrent officiellement que 2 fois dans la semaine, 2 fois 2 heures. Donc, c'est là qu'elles comptent leurs visiteurs. Après, elles peuvent en avoir d'autres. Les autres horaires d'ouverture ne sont pas contrôlés par nous. Nous, on les oblige à dire, ben voilà, vous serez ouvert 2 heures ou 2 fois dans la semaine. Et nous, on les contrôle dans ces horaires-là. Mais donc, 60 000, en réalité, il y en a sans doute un peu plus. Mais nous, on ne les comptabilise pas. Voilà, donc il y a une petite cotisation symbolique de 90 € par étape par an. Et nous, au niveau de la collective, il y a environ un budget alors ça revient à peu près à 1 500 € par étape et par an. Donc au niveau du plan de com, je vais passer vite également pour laisser la parole à... Donc voilà, on fait 250 000 cartes chaque année. Malheureusement, je les ai oubliées sur Eurogusto, donc il va vous falloir venir les chercher ce week-end parce que je ne les ai pas apportées. Mais on fera un plaisir de vous en envoyer si vous voulez.
On a aussi pas mal d'annonces presse dans les supports régionaux. On fait faire 50 000 sets de table avec un jeu concours qui envoie également sur les étapes. On a des supports pédagogiques à la disposition des étapes, donc avec les AOC, les contraintes d'affinage par exemple, enfin toutes les infos qu'on peut passer. On a un site internet mis à jour régulièrement sur lesquels vous pouvez trouver toutes les infos sur toutes les étapes, le film que vous avez vu. Et puis, on a aussi un gros budget relations presse, où là, pour le coup, on a des retombées nationales qui sont relativement conséquentes. Donc, dernière chose au niveau des perspectives d'avenir, puisqu'en fait, l'idée est de dire aussi qu'aujourd'hui, le consommateur a besoin d'avoir un vrai produit touristique dans la main, c'est-à-dire qu'il a tellement pas beaucoup de temps en vacances que quand il passe du temps à faire quelque chose, il veut que ça soit vraiment bien. Donc, nous, on travaille toujours à améliorer notre outil justement dans cette perspective-là. Et donc, on envisage de packager, alors en l'occurrence, ça sera 3 offres de séjour sur le thème du fromage. Donc là, on travaille avec Auvergne Tourisme sur ce sujet. Et puis, alors à horizon 2, 3, 4 ans, on envisage de monter une muséographie sur le thème du fromage à Clermont-Ferrand, puisque aujourd'hui, malheureusement, ça n'existe pas. On se dit que c'est quand même une certaine lacune au niveau de notre région fromagère. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Il y aura probablement des questions tout à l'heure. Je vais passer, la dernière diapositive fait un peu le lien, la parole à Erwan Kor, donc directeur de production chez Smartbox, qui va nous donner quelques éléments complémentaires de cette approche construction d'un produit touristique centré sur la gastronomie. Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir ici. Alors en quelques mots, moi c'est vrai que j'ai toujours été du côté intermédiaire de loisirs, quelque part, dans la mesure où j'ai travaillé avant chez Nouvelles Frontières, donc là encore en conception de produits touristiques, et je suis depuis presque 2 ans chez Smartbox. Alors l'objectif n'est pas de vous parler en détail des coffrets cadeaux, mais juste un élément de marché pour comprendre comment est-ce qu'un secteur comme le secteur du coffret cadeau peut contribuer à faire découvrir à peut-être une nouvelle génération de consommateurs certains produits du terroir, certains produits gastronomie, pourquoi pas certaines étapes régionales. On n'a pas encore de coffret route des fromages, mais on a déjà des coffrets route des vins qui marchent très très bien. Donc quelques mots sur ce secteur-là pour évoquer quelques chiffres. Le secteur du coffret cadeau, c'est un secteur assez récent en France, puisque Smartbox, donc qui s'appelait à l'époque Weekend Desk, a été créé en 2003, et à l'époque c'était le premier acteur sur ce marché. Aujourd'hui, on est toujours numéro 1 du marché, mais depuis, il y a eu plus d'une 50aine de concurrents qui se sont montés sur ce marché-là. Et donc, pour un marché qui n'existait pas en 2003 en France, il faut savoir que Smartbox a vendu l'année dernière en France 1,6 million de coffrets cadeaux et envisage d'en vendre à peu près cette année 2 millions pour un marché total qui représente à peu près 3 millions de coffrets cadeaux qui seront vendus en France en 2009. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez les coffrets cadeaux qui sont vendus dans le secteur de ce qu'on appelle, nous, séjours gourmands, c'est-à-dire des week-ends qui combinent une nuit dans un hôtel et, par exemple, soit une visite de cave dans le cas de séjour route des vins, soit une étape gastronomique dans le cas d'escapades gourmandes, par exemple. Et si vous prenez aussi les coffrets centrés sur la gastronomie, donc que ce soit notre coffret meilleur bistrot, grande table, etc., ça représente à peu près un peu moins d'un coffret sur 2. C'est-à-dire que cette année, Smartbox vendra 1 million de coffrets cadeaux qui vont permettre à des gens d'aller découvrir des restaurants, des hôtels, des régions, des produits du terroir, etc. Et là, ce que je voudrais dire, c'est que pour nous, on pense que c'est un vrai vecteur pour permettre à de nouveaux clients de découvrir de nouveaux produits. On a organisé cette semaine la soirée des Smartbox Awards qui récompensait nos meilleurs partenaires. Et il y avait des partenaires qui nous racontaient des anecdotes avec des jeunes qui venaient voir des chambres d'hôtes, qui venaient faire des séjours table et chambres d'hôtes pour découvrir des produits du terroir, par exemple. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de jeunes comme ça qui venaient passer un week-end table et chambre d'hôtes avec découvert des produits du terroir. C'est quelque chose qui se faisait pas beaucoup. Donc c'est vrai que ça permet aujourd'hui à une nouvelle génération de clientèle de découvrir de nouveaux produits. Et ces partenaires nous disaient, donc cette semaine, pour certains d'entre eux, certaines chambres d'hôtes, on représente parfois plus de la moitié de leur chiffre d'affaires, plus de la moitié de leurs clients dans l'année, ce qui fait que c'est quand même un nouveau canal, un nouveau vecteur qui peut contribuer à développer une nouvelle clientèle. Donc, là encore, il y a plusieurs éléments importants. Savoir aujourd'hui comment est-ce que nous, on s'y prend pour construire ce type de produit. Et du coup, ça permet de soulever la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour
concevoir des produits qui ont une chance d'être bien reçus et appréciés par la clientèle. Nous, aujourd'hui, on a des équipes de commerciaux, ce qu'on appelle nous, des équipes de commerciaux qui finalement démarchent les partenaires avec lesquels on travaille. On a des équipes de commerciaux basées au siège, mais on a aussi des indépendants. On a une trentaine d'indépendants qui travaillent donc dans différentes régions de France et qui vont à la rencontre de partenaires pour essayer de voir si, avec eux, on peut identifier des produits ou concevoir ensemble des produits qu'on sera susceptible de proposer dans nos coffrets cadeaux. Donc on a d'une part des indépendants, donc des démarcheurs indépendants, plus des commerciaux à plein temps, donc des équipes qui travaillent à plein temps pour nous, qui sont sur le terrain. Donc on en a une dizaine, mais on est en train d'en recruter une vingtaine de plus. Et donc là, on devrait avoir d'ici quelques mois une trentaine d'équipes terrain qui travaillent à plein temps pour nous. Tout ça pour illustrer aussi une chose, c'est que nous, on a volonté d'aller vraiment à la rencontre des partenaires et d'avoir des équipes sur le terrain qui sont susceptibles d'aller voir les producteurs, d'aller discuter avec les producteurs, avec les hôteliers, avec les restaurateurs, pour voir quels sont les produits qu'on est à même de pouvoir développer ensemble. Parce que quand je dis développer ensemble, nous, on a une vraie volonté d'innovation, c'est-à-dire certes, on a quelques coffrets best-sellers, tables et chambres d'hôtes, comme je vous disais tout à l'heure, mais on a énormément de nouveautés, et donc, ne serait-ce qu'au cours de ces 18 derniers mois, on a lancé 30 nouveaux coffrets cadeaux en France. On a toujours l'impression que Smartbox, c'est peut-être 4-5 coffrets, mais en fait, on a 60 produits, et on a lancé des nouveautés, des nouveaux produits, notamment suite à des discussions, à des négociations qu'on a pu avoir avec des producteurs, des hôteliers, des restaurateurs, pour pouvoir proposer de nouveaux produits. Et donc, typiquement, pourquoi pas demain un coffret, comme je le disais, au de fromage. Donc, quelques points qui, pour moi, sont très importants, notamment dans la constitution de cette offre. Donc, comme je vous disais, donc on a des démarcheurs qui vont soit à partir du siège, soit sur le terrain, à la rencontre des prestataires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dimensions qui sont très importantes et qui nous permettent, nous, de savoir si oui ou non, on va pouvoir travailler avec les prestataires qui nous démarchent ou que nous, on démarche. Il y a d'une part la qualité de l'accueil, la structure d'accueil, et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, voilà, il ne s'agit pas de juste faire un atelier, il y a des contraintes autour, et il y a des contraintes d'organisation, d'ouverture, de présence, de renseignement, et donc il faut une vraie structure d'accueil qui permette de transformer quelque chose qui peut être intéressant en soi, qui l'est comme un atelier de fromage, en un vrai produit touristique qui puisse accueillir des clients, qui puisse communiquer, et donc qui puisse répondre aujourd'hui aux exigences de la clientèle. Parce que je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Nous, on mesure très fréquemment, à chaque fois qu'il y a un client qui utilise un coffret cadeau chez un prestataire, on lui envoie un questionnaire de satisfaction pour savoir si oui ou non il a été content de la prestation. Donc nous on fait ça systématiquement, donc l'année dernière auprès des quelques centaines de milliers de clients qui ont utilisé une prestation. Et c'est vrai que même si on est dans des produits, dans des logiques de découverte de produits du terroir, on voit bien qu'il y a souvent, pour la plupart des gens, j'allais dire une exigence un peu de niveau de prestation classique, c'est-à-dire une attente minimum. C'est vrai que et finalement comme un client nouvelle frontière qui demande à ce que quand il arrive dans un hôtel, la salle de bain soit propre, qu'il est bien accueilli, qu'il est déçu quand il n'a pas un petit hôtel de bienvenue, quand il n'a pas une attention. Et ben nous on se rend compte que quand des clients vont dans des chambres d'hôtes, vont faire des visites de cave, et ben il y a quand même une certaine exigence de la clientèle qui s'attend à un certain standard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il faut garder ça à l'esprit, même quand on est dans une logique de faire découvrir à des clients, à des visiteurs, des nouveaux produits, et bien qu'il y a, on va dire, une prestation, un minimum de prestations à fournir pour pouvoir satisfaire le client et donc pour pouvoir permettre un bouche à oreille positif, ce qui a dû contribuer, votre cas, de passer de 400 à 6000 visiteurs en quelques années. Je pense que c'est ces petites choses qu'on pourrait considérer comme anecdotiques, mais qui font la différence entre un produit, une structure vraiment orienté dans une logique touristique et juste un établissement qui ouvre ses portes pour l'occasion. Donc c'est vrai que l'accueil, la structure, le niveau des prestations, c'est quelque chose d'important. Il y a une deuxième dimension qui est importante, c'est la dimension de pricing, en fait, de définition du prix de la prestation. Et c'est vrai que nous, on se pose souvent la question de savoir si le produit correspond bien au niveau de prix, correspond bien à un forfait que les clients sont prêts à payer. Et je pense que là-dedans, là c'est un conseil que j'aurais tendance à donner aux différents prestataires, c'est de bien réfléchir sur le package qui va être mis à disposition. Vous parliez tout à l'heure d'un package, je pense que c'est important de raisonner en ces termes. Nous, pourquoi je vous parle de pricing et je vous parle de réflexion sur le package? Il y a eu quelques débats que vous avez peut-être vus dans la presse de certains prestataires qui disaient « Mon Smartbox c'est bien, ça nous envoie des clients, mais Smartbox ça demande 25% de commission sur la prestation, donc bon, c'est pas facile de s'y retrouver ». Ce qu'il faut bien voir, et là c'est un message que j'aimerais bien faire passer à ceux qui n'ont pas encore forcément franchi le cap de l'industrialisation touristique,
sans vouloir être prétentieux avec ce terme, c'est que si on prend l'hôtellerie, finalement, l'hôtellerie depuis 30 ans est habituée à travailler avec des intermédiaires. Donc depuis 30 ans, l'hôtellerie travaille, ou 30-40 ans, depuis que le tourisme tend à se généraliser, est habituée à travailler avec des intermédiaires, avec des agences de voyage, et donc est habituée à finalement payer des commissions et payer un intermédiaire qui va contribuer à distribuer l'hôtel, à distribuer le produit. Et donc finalement, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, quand on entend ces polémiques autour de coffrets cadeaux ou de nouvelles générations de distributeurs qui demandent des commissions à des prestataires, il faut bien voir que la logique de commission, la logique d'intermédiaire, elle n'est pas nouvelle dans l'industrie touristique et dans l'hôtellerie, vous l'avez depuis 30 ou 40 ans. Et donc finalement, ce qui se passe, finalement, ces réactions un peu peut-être parfois négatives qu'on a pu avoir avec des prestataires qui étaient démarchés par des éditeurs de coffrets cadeaux comme nous, je pense que c'est peut-être une réaction naturelle, mais ce qu'il faut bien voir derrière ça, c'est qu'il y a toute une nouvelle génération de produits qui peut être intermédiée, qui peut être distribuée par des intermédiaires, que ce soit des agences de voyage en ligne ou des éditeurs de coffrets cadeaux. Et je pense que du coup, au niveau des prestataires, il y a cette dimension distribution, cette dimension intermédiation à prendre en compte dans la réflexion sur les produits qui sont mis à disposition. Et quand on réfléchit sur les packages, on peut tout à fait, dans la réflexion, construire un package qui soit pensé aussi pour être distribué et qui soit construit pour pouvoir permettre de payer d'éventuelles commissions à des intermédiaires. Je ne dis pas qu'il faut penser le produit uniquement comme ça, mais aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est qu'un hôtelier, il sait qu'il va faire une certaine partie de son chiffre d'affaires avec un intermédiaire. Et donc, il sait que sur une certaine partie de son chiffre d'affaires, il va être amené à avoir des commissions. Et donc, cette réflexion-là, elle doit être intégrée en amont pour construire des produits touristiques qu'on doit pouvoir distribuer, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une chance formidable sur ce marché, c'est d'avoir de plus en plus d'acteurs qui ont envie de distribuer des produits nouveaux, de distribuer des nouveaux produits touristiques, et quand on voit l'engouement de séjours gastronomiques, de séjours avec des produits du terroir, je pense que là, il y a cette dimension intermédiation, cette dimension intermédiaire qui est à intégrer dans la réflexion qu'on peut avoir sur l'élaboration du produit, sur l'élaboration d'un package et sur la définition des prix de ce package. Bon, il me reste que quelques minutes. Une minute, donc je vais conclure avec un autre point qui me paraît important, c'est cette dimension technologique. Vous évoquiez tout à l'heure que vous aviez mis en place tout un site internet, etc. Je pense que là aussi, il y a un vrai enjeu, et pour nous, comme on se demandait quels sont les critères pour faire une prestation touristique, pour distribuer chez nous une prestation touristique, il y a cette dimension technologique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a mis en place ces derniers mois des systèmes de réservation en ligne qui permettent à nos prestataires d'aller sur notre site internet, dire si oui ou non ils ont de la disponibilité ce jour-là, dire oui ou non s'ils sont ouverts, dire combien de clients ils peuvent accueillir. Et donc, cette réservation en ligne, si c'est un peu une tarte à la crème sur la partie hôtellerie, pour tous les produits, pour tous les séjours touristiques, certains nouveaux produits touristiques régionaux, je pense que c'est une formidable opportunité, parce que quand on regarde, et ce sera... J'arrive à ma conclusion. Quand on regarde finalement le nombre de prestataires dans nos régions, hormis chaînes d'hôtels, etc., qui proposent vraiment leurs produits à la réservation en ligne, qui proposent leurs produits sur des plateformes de distribution, que ce soit Expedia, Weekendesk ou d'autres, on voit que finalement, en pourcentage, c'est assez faible. Donc je pense que cette dimension technologique, elle doit vraiment être intégrée très en amont pour pouvoir se poser la question de la façon dont le produit va être distribué. Et je pense qu'aujourd'hui, les technologies sont de moins en moins coûteuses, de plus en plus simples, et je pense qu'il faut vraiment rentrer dans cette dimension-là. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, le fait que les prestataires soient susceptibles ou non de travailler avec ces plateformes de réservation, susceptibles ou non d'utiliser Internet au quotidien pour dire s'ils ont des disponibilités, des produits réservables en ligne, c'est vrai que c'est un critère important, parce que ça fait la différence après entre un produit qu'on va pouvoir vendre de façon ergonomique ou un produit qui va être compliqué à réserver avec des appels à passer, avec des gens qui ne sont pas toujours là, etc. Donc voilà, quelque part, quels sont les critères clés et quelles sont pour moi les dimensions clés à prendre en compte dans la conception d'un produit touristique. J'allais dire, il y a cette notion d'accueil, donc cette notion de structure orientée tourisme, cette notion de pricing, de réflexion sur les prix, sur les packages, cette dimension technologique, et finalement ce sont que des dimensions complémentaires, puisque le plus important, ça reste le produit, le cœur du produit, mais c'est, je pense, des dimensions qui permettront de mieux se développer. En tous les cas, ce sera le mot de la fin. Nous, aujourd'hui, on a près de 6500 partenaires en France. Notre objectif, c'est de doubler le nombre de partenaires dans les 2 prochaines années. On a 50 coffrets cadeaux en France. L'objectif, c'est d'avoir au moins 25 nouveautés dans les mois qui viennent. Et donc, on est ouvert à toute discussion avec des partenaires indépendants ou des associations pour réfléchir à des nouveaux produits et pour faire en sorte que demain, il y ait de plus en plus de clients qui viennent consommer de nouveaux produits, soit dans une région en particulier, soit à l'échelle nationale. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur Cordes. Je vais donc passer maintenant la parole à Monsieur Grolier, d'Atout France, qui va nous dire un mot d'Atout France, et puis d'une façon là, plus générale, le produit gastronomique comme élément d'attractivité touristique au niveau national, voire international. Alors, effectivement, quelques éléments de contexte avant de commencer cette présentation. Atout France est le fruit de la stratégie Destination France 2020 qui a été élaborée il y a maintenant 3 ans, qui a abouti en fait à la création d'une nouvelle marque, la marque France avec le slogan Rendez-vous en France, et puis la création d'une agence, d'un opérateur unique en termes de développement touristique, que ce soit développement en termes de promotion ou en termes de développement territorial, création de nouveaux produits touristiques. La création d'Atout France a été en fait le fruit de la fusion de 2 entités qui préexistaient. D'un côté, Maison de la France, que je pense la majorité d'entre vous connaissent, outil de promotion de la France à l'international et aussi en France. Et de l'autre côté, Audit France, groupement d'intérêt public, qui est en fait un cabinet d'ingénierie publique au service, pour l'essentiel, de la sphère publique, pour la création, là aussi, d'actifs immobiliers et d'actifs touristiques. Atout France, aujourd'hui, c'est 1300 membres, c'est 450 collaborateurs, dont approximativement 300 à l'international, répartis dans nos 35 bureaux à l'étranger. C'est un chiffre d'affaires, ou en tout cas un budget de promotion de l'ordre de 80 millions d'euros annuels, et ce sont 3 cœurs de métier. Ces 2 métiers d'origine, l'ingénierie d'un côté, la promotion de l'autre, et puis de nouveaux métiers qui sont venus se greffer dans le cadre de des nouvelles missions d'Atout France, qui sont le classement hôtelier, donc mission régalienne, la gestion des agences de voyage et des voitures de grande remise, donc des voitures avec chauffeur. Et puis, Atout France se doit aujourd'hui d'être force de proposition sur tout ce qui touche à la formation, qui est un élément très important du développement du tourisme en France. Notre stratégie se développe sur 5 axes. D'une part, renouveler l'image de la France de façon à la rendre plus attractive. C'est vrai que ça fait quand même très longtemps que la France est première destination touristique mondiale, et c'est assez confortable. Et on a fâcheusement tendance à s'endormir dessus. Son deuxième objectif est d'allonger les saisons, de façon à pérenniser l'activité touristique, et ce, partout en France, de promouvoir l'ensemble du territoire, donc redondant un peu avec le point précédent, d'augmenter l'attractivité événementielle de la destination, et enfin de créer de la valeur, sachant qu'aujourd'hui on est première destination touristique mondiale, mais 3e en volume d'affaires généré, et l'idée d'arriver là aussi en premier chiffre d'affaires mondial, sachant que le tourisme aujourd'hui en France représente 7% du PIB, donc c'est quand même une industrie extrêmement importante. Alors pour en revenir à la gastronomie, Atout France fonctionne par marché et par filière. La filière gastronomique aujourd'hui au sein de l'agence, c'est un peu le parent pauvre, et ce pour des raisons historiques que je vais détailler dans les secondes qui viennent. Notre approche est donc de travailler par filière, mais également par segment de marché. On va étudier les jeunes, on va étudier les seniors, on va étudier les groupes, on va étudier l'ensemble des segments et comprendre quelle est leur approche par rapport aux différentes filières. Et puis ensuite, on va combiner ça avec une approche marché, donc sur les marchés de proximité, la France en premier lieu. Heureusement que les Français étaient là cet été pour faire fonctionner le tourisme en France, mais également les touristes européens, qui sont quand même les premiers consommateurs de tourisme sur le territoire. Et puis les marchés lointains, pour lesquels la gastronomie est un facteur d'attractivité essentiel, et qui est en cours de développement. Alors, pour replacer la gastronomie dans le contexte Atout France, on a affaire, en fait, aujourd'hui Atout France travaille essentiellement sur la filière vitivinicole, pour une bonne et simple raison, c'est que c'est pratique, puisqu'on a un interlocuteur qui est la Sopexat. Quand on parle de gastronomie au sens large, on a affaire à une multiplicité de producteurs, à une multiplicité de sites, à une multiplicité de réseaux, de labels, et il est extrêmement difficile de pouvoir discuter avec un interlocuteur et d'avoir un discours cohérent pour l'ensemble de ces acteurs.
Et c'est une des raisons qui a fait que, au fil du temps, Atout France, Maisons de la France et Audit France se sont concentrés sur la filière vitivinicole. Aujourd'hui, en travaillant avec les territoires, on prend conscience depuis maintenant un peu plus d'1 an de l'importance en termes d'image de la gastronomie et d'offrir un package complet à nos clients. En fait, un client, quel que soit le prisme sur lequel il va regarder son voyage, si la clé d'entrée est la gastronomie, clairement, ce ne sera pas son seul objectif. Il voudra peut-être faire du golf, il voudra faire du culturel, il voudra faire de la plage. Mais globalement, la gastronomie est une des clés d'entrée importantes sur le territoire. Ça, aujourd'hui, on en est bien conscient et on est en train de travailler à différents niveaux sur cette thématique-là. Alors, par exemple, on parlait tout à l'heure de technologie. Le site internet Atout France, aujourd'hui, traite de trois thématiques principalement. La thématique vitivinicole, donc pour des raisons historiques, la thématique de la gastronomie et la thématique du fromage. Si vous allez sur les pages du site français, ce sont les 3 thématiques principalement qui sont traitées dans la rubrique Art de vivre, avec, dans notre logique de fonctionnement habituel, une description des produits, une proposition en termes de package que le client peut choisir et acheter, et puis toute la logistique qui suit en termes de communication et de promotion de ces différentes thématiques. On a également le produit Club. Alors, le produit Club, c'est en fait le regroupement au sein de filières de professionnels de chaque filière qui décident d'unir leurs efforts et de réfléchir en fait à la meilleure stratégie pour promouvoir leur filière tant en France qu'à l'étranger. La logique au sein d'Atout France, c'est de mettre en place en fait un financement combiné, c'est-à-dire qu'on abonde à hauteur de 100% les sommes qui sont mises en avant par la filière. Bon, j'ai pas de budget à vous donner là, mais pour vous donner un ordre d'idée sur la filière événementielle, aujourd'hui, nos partenaires apportent 400 000 € et Atout France abonde à hauteur de 400 000 €, ce qui nous permet d'avoir un budget en gros de communication spécifiquement pour cette filière-là, de 800 000 € par an, qui nous permet de faire des éductours pour des journalistes, d'acheter des pages de publicité, de faire de la publi-information et de générer globalement de la communication autour de la thématique choisie. C'est également de l'événementiel. On est dans nos bureaux étrangers très en contact avec Enfin, on organise des événements autour des thématiques, que ce soit le Beaujolais nouveau, que ce soit le lancement d'un film. L'idée étant de promouvoir l'image de la France sur la destination concernée. En termes d'ingénierie, le rapprochement et les synergies qui ont été créées par le rapprochement entre les deux entités nous permet aujourd'hui d'intervenir de façon directe sur la mise en avant de filières. Alors, sur l'aspect gastronomie, par exemple, on travaille aujourd'hui avec le CRT Bourgogne à la mise en place d'un produit au niveau des restaurateurs et on a monté une charte qui permet de mettre en avant les restaurateurs qui poussent les produits régionaux. Il est extrêmement étonnant de se rendre compte qu'en Bourgogne aujourd'hui, vous avez des tas de restaurateurs qui ne proposent pas de vin bourguignon et qui vont avoir des vins du Bordelais, des vins de partout en France, mais pas forcément des vins de leur région. Et l'idée derrière ce travail qui a été fait avec, donc, encore une fois, le CRT Bourgogne, est de mettre en avant les produits locaux, les circuits courts, et vraiment de pousser la destination en déclinant cette approche sur tous les aspects en fait, de l'accueil au niveau des restaurateurs. Enfin, un des rôles importants d'Atout France, c'est la diffusion des savoirs. On intervient de façon régulière sur des guides techniques et actuellement on est en train de réfléchir à monter une étude sur l'évolution des comportements des consommateurs. La gastronomie est un facteur d'attractivité notoire pour la France. Maintenant,
les consommateurs évoluent, le goût des consommateurs évolue. Quid de la gastronomie telle que l'entendaient nos parents pour la jeune génération? Quel est l'impact aujourd'hui de cet aspect-là sur l'attractivité du territoire? Et un des pôles de réflexion importants que l'on va avoir dans les mois qui viennent, c'est une étude approfondie sur comment analyser et comment comprendre ces évolutions de façon à pouvoir maximiser derrière les actions de communication qu'on peut faire vis-à-vis de nos clientèles. Voilà, donc là aussi peut-être le mot de la fin pour ce qui est de l'action d'Atout France. On travaille beaucoup avec les territoires, on est extrêmement ouvert à des approches différentes, nouvelles sur les filières. La gastronomie nous paraît être une thématique extrêmement importante et nous sommes très heureux de discuter avec l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient publics ou privés en l'occurrence, à la mise en place d'analyses et de politiques de communication pour promouvoir cette thématique. Merci, Monsieur Grelier. Je vais passer maintenant la parole à notre dernier intervenant. Je crois qu'il s'appuie sur un diaporama. Je vais demander l'échange de place. Donc, Monsieur Callot, qui est, donc, comme je l'ai dit, professeur de marketing, mais qui a pas mal réfléchi dans le domaine du tourisme, va essayer de faire le point sur les principes fondamentaux en approche marketing pour développer les produits centrés sur la gastronomie en une douzaine de minutes. Merci beaucoup. J'ai réfléchi à ce que j'ai trouvé. Je vais vous faire part de mes réflexions. Sur même le titre, un mot, si M. Aurier même me permet, construire un produit, je me suis permis de rajouter service touristique centré sur la gastronomie. On oublie très souvent, trop souvent, qu'au fond, et notre collègue vient de le dire, que nous sommes dans des métiers de service, un métier de service qui comporte l'hébergement, la restauration, différentes formes, et bien d'autres. Donc je me suis humblement permis de rajouter dans le titre service. Donc on passe très vite sur mon identité, qui n'a que peu d'intérêt, avec sinon une très belle photo de la Loire, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour faire simple, et sans vous imposer un cours de marketing, bien que c'eût été passionnant, au fond, il faut quand même ici se poser la question de la création de valeur pour le client, et juste quelques points de repère, éléments sur la stratégie marketing qui me semble assez bien fonctionner, voire même par rapport aux témoignages qui viennent d'être faits, que l'on retrouve pour tout ou partie, rassurez-vous, chers collègues, plutôt tout que partie, sur effectivement les éléments de stratégie marketing pour ficeler un bon produit, service touristique orienté sur la gastronomie. Et au fond, trois grands principes inspirés de Saporta en son temps. Tout d'abord, le choix d'une cible adaptée, même si aujourd'hui on remet un peu en cause des questions de segmentation, au fond, en fonction du lieu géographique, en fonction du revenu des ménages, en fonction de la composition des ménages, tout simplement sur des variables sociologiques. On parle de BCBG, de Bobo, de Baba, que voulez-vous? Donc il y a effectivement une question autour des cibles adaptées. J'ai mis ici quelques exemples, ils ne sont pas exhaustifs bien évidemment. CSP+, clientèle internationale, on a vu qu'il y avait une volonté de formation en anglais pour quelques publics certainement dans vos régions. Nous, on voit ici arriver de plus en plus quelques cohortes de Chinois, ce qu'on va imposer sur les routes des fromages, quelques mots chichi, miraome, quelques langages en chinois. Bon, à voir. Clientèle familiale, bien évidemment, pour les fermes auberges, très gros succès. Les couples sans enfants, bien évidemment, pour les séjours courts, etc., etc. Donc c'est un point de départ sur, au fond, de se dire, selon la période, selon le lieu où je suis et le produit touristique que je veux vendre, est-ce que c'est une balade sur la Loire à vélo? Je vais y revenir. Est-ce que c'est une visite gastronomique au sein d'un écrin des châteaux de la Loire avec un sommelier conseil
par exemple, qui va m'initier au vin de Loire avec une dégustation à l'appui, par exemple, c'est une possibilité. Il est clair que derrière, eh bien, certaines personnes ne vont pas se reconnaître pour des raisons budgétaires, pour des raisons d'accès, pour des raisons de temps. On retrouve la variable sociologique. Un ensemble de propositions favorables, qu'est-ce qu'il veut dire par favorable? J'ai mis quelques exemples ici. En termes d'accueil, ça a été très clairement dit par les interlocuteurs, voire même parfois certaines critiques qui sont faites en disant oui, on nous a promis, mais au fond l'accueil n'était pas ce qui était promis par... bon. Donc on voit bien que c'est central. De qualité, avec tout ce qui est derrière le terme qualité, hein. On a les AOC, les AOP, donc si j'ai bien compris, qui effectivement réaffirment l'origine des produits, la fraîcheur de ces produits, la proximité de ces produits. Regardez ce qui se dit dans les littératures ambiantes aujourd'hui sur le thème anglais locavore. On nous invite à consommer des produits faits localement et non plus très lointains. De services offerts, et là je me fais plaisir en rajoutant services basiques, services ajoutés, et notre collègue de Smartbox l'a très bien dit, il y a des services incontournables auxquels vous comme moi, consommateurs, touristes potentiels, eh bien on s'attend à un minimum, ce que j'appelle les incontournables, des services basiques. Et puis la bonne surprise, effectivement, qu'il est expert dans la connaissance touristique des lieux. Voilà quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Je parle là de l'hôte qui nous accueille. C'est intéressant. Troisième volet dans une stratégie marketing, une offre différenciée, différenciée au sens d'être perçue comme étant unique à faire cela. Et là, c'est le challenge le plus important, le plus riche certainement aussi, parce qu'au fond, vous voyez que ça peut être sans limite, sans fin, de constituer votre unicité, votre différenciation. Attention, la différenciation disparaît comme avantage concurrentiel si vous êtes imité. Du jour au lendemain où vous êtes imité, votre différenciation disparaît. Donc, recherchons l'unicité, le caractère unique, avec quelques exemples, ce n'est pas non plus exhaustif, vue imprenable, cours de cuisine, initiation œnologique dans des lieux prestigieux, balades pédagogiques, découverte de produits locaux, vous vous y retrouvez, cher ami, fraises, gariguettes, rillons, rillettes et nougats de Tours, Sainte-Maure de Touraine, où je vais aller ce soir, vins locaux, voilà quelques bons exemples, au fond, de la marmite d'offres différenciées. Petit cours de marketing quand même, très rapidement, pour rappeler que les 4 piliers du mix marketing restent essentiels, produits, services, et toute la palette de services que j'ai commencé à évoquer devant vous, dont l'accueil peut être dans la langue de l'hôte que je reçois, dans des flyers ou des supports traduits dans la langue de la personne que j'ai souhaité accueillir. Prix, vous l'avez très bien dit, là effectivement c'est très complexe à voir, mais très bonne remarque de notre collègue tout à l'heure sur effectivement certains prestataires sont déjà habitués à verser des commissions à des agents, à des personnes qui sont là pour commercialiser notre produit. Place, la variable place en anglais, place tout simplement, localisation. Et j'ai rajouté IBIS parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes pianoteurs. Moi, j'ai 2 ados à la maison, ce sont des ados l'écran. Ils zappent d'un écran à l'autre. Et effectivement, c'est très clair que sur la recherche d'un produit touristique ou d'un week-end sympathique, c'est Internet qui domine. Promotion, c'est parfois une très grande faiblesse des acteurs du tourisme. Donc, il faut l'intégrer. Et c'est là que vous jouez un rôle prépondérant, bien évidemment, parce que vous jouez ce relais effectif. J'ai rajouté en haut, dans le marketing des services, la présence du personnel formé, qualifié ou tout simplement très accueillant. J'ai vécu récemment à Azay-sur-Cher une expérience fantastique dans une chambre d'hôte, gîte et table d'hôte avec des accueillants qui ont dîné avec nous et parlaient parfaitement des produits qu'ils servaient. C'est tout à fait intéressant. Donc j'aurais dû dire l'implication du personnel. La participation du client, elle peut être parfois active. On vous sollicite pour chercher, pour pédaler le long de la Loire à vélo, pour au fond apprendre. Et puis des supports physiques, bien quel bel exemple tout à l'heure avec le quiproquo des francs ou des euros sur le coût d'investissement des supports physiques nécessaires à matérialiser une route, tout simplement pour se repérer.
borne électronique pour savoir effectivement où trouver mon hébergement, tout cela avec une communauté d'acteurs dans ce qui peut être conçu comme support physique. Tout cela pour une dynamique, effectivement, que le gros mot de la soirée va être lâché, une approche holistique, c'est-à-dire très globale de l'ensemble de ces variables du marketing. Très souvent, les 7 ici fonctionnent en dynamique. Exemple de création possible sur le tracé de la Loire à vélo. Ici, un lieu, l'axe ligérien, que tout le monde adore, le parcours de la Loire à vélo, qui commence à rencontrer un très vif succès. Vous allez me dire, oui, mais ça donne quoi en chiffres? Malheureusement, je suis un peu court. Voyons avec le CDT, voyons avec la Chambre de commerce et d'industrie, mais les chiffres, je le sais par effectivement une montée en puissance. Franck Artige nous a quittés récemment, mais il pourrait très bien le dire. Il y a effectivement un engouement qui s'explique aussi par la crise où effectivement notre collègue d'Atout France l'a très bien dit, il y a eu cette année une fréquentation des Français tout simplement en France. Un produit, pourquoi pas imaginer un produit autour d'un panier gastronomique, tourangeau ou de Touraine, avec un bon petit Sainte-Maure, un nougat de Tours à l'intérieur, en période bien évidemment de la fraise Gariguette, de la sifflorette, j'adore la Marat des Bois, des vins au choix, nous avons 9 AOC, des rillettes de Tours qui viennent d'obtenir leur AOC, des services autour d'hébergement, n'oubliez pas, le but aussi est de fixer les gens pour des séjours un peu plus longs et que la problématique Touraine, je parle pour ma gouverne, la problématique Touraine est de fixer les personnes pour des séjours un peu plus longs. B&B, qu'on appelle chez nous des chambres d'hôtes, hôtels, gîtes ruraux, ne les oublions pas, les villages aussi d'accueil, de vacances, une charte de qualité, grand plaisir à retrouver que dans certaines régions, notre collègue citait la Bourgogne, charte de qualité ou charte d'engagement, c'est charte de qualité, c'est ça? Oui, une charte d'engagement pour effectivement un pari commun sur une dynamique de professionnels me semble tout à fait intéressante. J'ai vécu cela en son temps dans le sud toulois, en Meurthe-et-Moselle. Des paniers disponibles chez chaque acteur, cela serait intéressant. Un prix raisonnable, qu'est-ce qu'il veut dire par prix raisonnable? Je n'entends pas. Cela dépend bien sûr des cibles, des attentes des clients, variable selon les cibles, des attentes. Une communication relayée chez chaque prestataire, bien évidemment. Une participation active des clients, je vais chercher mon panier, je participe, je me suis renseigné sur la borne électronique, etc. Des supports physiques à disposition, il faut qu'ils soient là où le client arrive, chute du TGV, pourquoi pas l'aéroport de Tours, ma sensibilité durable en prend un coup, pourquoi pas Coffee Route avec en saison une distribution, et du personnel formé à la valorisation touristique. Il reste 2 minutes. Fantastique, c'est mon dernier slide. Ça pose la question, et M. Henriet me l'a posé, sur au fond, oui, mais qui va porter le projet? Qui va faire cela? C'est la question que vous avez rencontré certainement en Bourgogne. Alors très vite, on pense à une association. Ici, j'ai mis les acteurs concernés par le produit touristique gastronomique, PTG, le produit touristique gastronomique, les chambres consulaires, bien évidemment, et travailler la main dans la main, chambre de commerce et d'industrie, chambre de métier, chambre d'agriculture, pourquoi pas? Certainement. Restaurateurs, pâtissiers, boulangers, charcutiers, traiteurs, unions et syndicats professionnels, je pense bien sûr ici à Interloire pour les vins, mais pas seulement, on peut penser à l'UMI pour les métiers de l'industrie hôtelière, comité départemental de tourisme, bien évidemment, CRT plus loin, bien évidemment, pour la dimension régionale, producteurs de vin, de fromage, vous compléterez, hébergeurs, gîtes, hôtels, B&B, villages, ne les oublions pas, ils sont acteurs aussi, notamment pour l'hôtellerie de plein air, qu'on oublie trop souvent, qui correspond à des cibles, là aussi, intéressées, motivées par une certaine gastronomie. Je vous remercie de votre excellente attention. Merci beaucoup. Alors après ces présentations très riches,
qui doivent susciter un certain nombre de questions. On va peut-être, dans les un quart d'heure, 20 minutes qui nous restent, lancer le débat. Je ne sais pas si y a quelqu'un qui est proposé au micro, là, ce soir. Oui. Alors, il y a déjà une main de levée. Bon, le temps que le micro arrive vers ceux qui veulent poser des questions, j'ai juste une question qui s'adresse à l'ensemble sur les touristes, les visiteurs qui sont intéressés donc sur les sites où il y a un produit gastronomique. Est-ce que vous avez une estimation, une action particulière vis-à-vis des touristes étrangers? Alors, je pose la question à chacun d'entre vous, peut-être à Monsieur Corr, en ce qui concerne le Smartbox. Est-ce qu'il y a des ventes à des ressortissants étrangers de ce type de coffret? Puis je pourrais poser la question aux différents acteurs qu'on a entendus. Alors nous, on constate effectivement que c'est un type de produit qui est en cours de développement. D'une part parce que les coffrets type séjour découverte, comme on peut trouver en France, où on peut découvrir, passer une nuit dans plusieurs endroits de France. On peut, dans ce type de coffret, passer des nuits aussi à l'étranger, dans certaines capitales à l'étranger ou dans certaines régions à l'étranger, en général dans les pays limitrophes. Et on a le même phénomène dans les autres pays dans lesquels on est présent, parce qu'on est présent aujourd'hui dans 18 pays. Donc on rajoute en général des prestations en France pour les coffrets qu'on vend en Italie, etc. Et on a certains coffrets, pour l'instant on n'a que Paris, mais on a séjour à Paris qu'on vend notamment en Espagne, qu'on vend au Danemark, en Suède, en Belgique, et donc qui sont des coffrets qui sont vraiment prévus pour faire venir des clients en France. Donc voilà, un peu de région française dans des coffrets internationaux, et certains coffrets parisiens, mais on a vocation à développer ce type de coffrets dans les pays dans lesquels on est présent. Madame Sarliève, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des touristes étrangers et de quelles origines? Vous vous en doutez par mon accent, que moi je suis d'origine néerlandaise, donc effectivement on avait imaginé de faire une fois par semaine une visite spécifique en néerlandais, voire en anglais ou en allemand. Là, on se heurtait à un problème, c'est que les gros mangeurs de fromage sont les Français et que les étrangers n'ont pas du tout notre culture et qu'on a même arrêté parce que faire une visite de 2 heures pour vendre 100 grammes de fromage, c'était pas rentable. Mais on l'a essayé au moins et on a vu que non, c'était pas payant. Oui, sur un chiffre que je maîtrise assez bien, c'est la fréquentation de l'aéroport de Tours. 3000 passagers en 2001, aujourd'hui plus de 100 000 passagers, composés pour 80% d'anglais. 80% d'anglais. Donc notre Touraine est plus que prisée. Alors certains vont au-delà même. Certains, je le sais, vont en Maine-et-Loire, du côté de Saumur, parce que l'aéroport de Tours, via Stansted et Ryanair, est pratique. Mais c'est incontournable qu'avec ce flux, cet intérêt d'un pays pour une région donnée, qu'il y ait quelque part des efforts à minima pour effectivement répondre aux attentes, aux besoins exprimés par ces clientèles, qui font de gros efforts pour apprendre notre belle langue. Monsieur Grolier, vous avez des indications sur l'intérêt des ressortissants étrangers sur la dimension gastronomique de la France? Alors, typiquement sur 2 destinations, le marché japonais et le marché allemand sont extrêmement friands, par exemple, de cours de cuisine. On a découvert qu'en communiquant sur cette thématique-là, on avait une vraie demande, et demande qui se matérialisait derrière par des ventes, ce qui est quand même un peu l'objectif. Mais c'était une clé d'entrée de la thématique gastronomie, mais qui nous a paru intéressante et qu'aujourd'hui on est en train de dupliquer sur d'autres destinations. Voilà. Merci. Est-ce que le micro est arrivé là? Alors monsieur, puis après monsieur. Allez-y. Bonsoir. Oui, ça marche. Merci pour vos interventions. Je vais venir un peu à la rescousse de Philippe puisque je suis chargé d'observation pour l'Indre-et-Loire. Donc effectivement, la Loire à vélo, c'est un beau succès parce que c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui passent chaque année en différents points de comptage.
Sur votre question sur l'intérêt des étrangers sur la gastronomie, les étrangers, il vient d'avoir une étude qui vient de sortir, qui a classé les pays, enfin différents pays, dont la France qui obtient la 5e position, avec une reconnaissance très précise de l'art, de la culture et de la gastronomie française. Donc effectivement, c'est un point important. Et ma question, donc voilà, c'est juste la précision parce que j'ai cette connaissance. Ma question en fait était pour rebondir un peu sur les propos qui ont été tenus par Philippe, que je connais, et puis Monsieur Grolier, était plus pour ceux qui sont enfin, assez concrètement dans les produits touristiques. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'on a une impulsion en fait? Enfin, quelle est l'impulsion qui fait qu'on va créer par exemple la route des fromages d'Auvergne? Est-ce que c'est les interprofessions? Est-ce que c'est un vrai intérêt économique? Est-ce que c'est une opportunité de bénéficier d'une notoriété que vous estimez avoir sur les fromages? Enfin voilà, peut-être que vous aurez une réponse là-dessus. Pareil pour monsieur, au niveau des smart box, est-ce que vous faites une étude de clientèle qui vous amène à aller chercher justement des prestataires qui vont être dans la gastronomie, ou est-ce que vous vous donnez, comment dire, une sorte d'ambition de testeur, hein, voilà, vous lancez les produits, vous essayez de négocier avec des partenaires, vous lancez le produit, puis vous voyez s'il marche, voilà, c'est... Et puis, ce qui suit derrière ma question d'impulsion, c'est la question d'objectif. Une fois que l'impulsion est donnée, qu'il y a création du produit, est-ce que vous vous fixez des objectifs quantifiables, identifiables et mesurables? Voilà, merci. Alors, Véronique Hucot, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots l'origine de la route des fromages d'Auvergne, ce qui a été visé, et puis après, effectivement, au-delà de l'impulsion, ça fait maintenant une douzaine d'années, donc il y a une certaine pérennité. Qu'est-ce qui a conforté cette pérennité? Alors, qu'est-ce qui a poussé à créer la route? Vous avez proposé 3 choses, je crois que c'est un mix des 3. En fait, bien sûr que ce sont les syndicats interprofessionnels qui ont poussé cette chose-là, puisque l'AFA est là pour ça. Pour les producteurs, bien entendu, producteurs et autres, hein, c'est-à-dire également les laiteries, les coopératives, enfin tous les opérateurs des filières. Donc, en fait, c'était vraiment l'idée de dire il nous faut une vitrine locale pour nos produits. On est une grande région fromagère, c'est connu. L'Auvergne est un grand plateau de fromage. Il faut que quand le touriste vient en Auvergne, il le trouve, ce plateau de fromage. Donc, c'est vraiment parti de là. Après, une fois que l'impulsion est donnée, qu'est-ce qu'on fait de ça? La route des fromages a perduré pendant, on va dire, 7-8 ans sur le même modèle. Donc, il a fallu déjà créer la chose, voir que ça fonctionne, pérenniser un peu cette chose-là. Et depuis, je dirais, 2-3 ans, on a décidé de passer à la vitesse supérieure en se disant, au-delà d'un groupement de producteurs, on va créer un vrai produit touristique parce que la clientèle touristique change et que, en gros, maintenant, les gens, ils veulent plus perdre leur temps en vacances. Donc, il faut qu'on soit un vrai produit touristique, on leur assure une qualité de visite, etc. Non pas parce que on est là pour faire du tourisme, mais bien parce que s'il est déçu de sa visite en route des fromages, clairement, ça lui donnera une mauvaise image du fromage en question et derrière, il n'en rachètera pas. Vraiment, enfin, on a toujours, nous, en tête, de toute façon, notre objectif final de vendre du fromage et on se dit que cet outil touristique-là est un vrai outil de vente, en fait, pour nous. Monsieur Corr, si vous alors, comment est-ce qu'on est... question, Oui, comment est-ce qu'on est amené finalement à lancer un produit? Est-ce qu'on fait d'abord des études ou est-ce que... Bon, on lance des produits et puis on voit. Je dirais que ça dépend des produits. De temps en temps, on a des convictions sur certains produits ou alors on a envie de tester certains marchés qui sont un petit peu naissants. Donc dans ces cas-là, on prend le risque de concevoir un coffret et de le mettre sur le marché. Ça s'est arrivé avec quelques nouveautés. C'est amusant, tout à l'heure, vous parliez de l'hôtellerie de plein air. Donc là, typiquement, quand on a regardé quelques études, les réponses clients n'étaient pas très positives au départ, mais on se dit, bon, il y a quand même une tendance, il y a quand même un vrai marché. Donc là, on s'est dit, voilà, on va lancer ce produit-là parce qu'on y croit et on va voir ce que ça donne. Donc voilà un exemple où, comme vous, on pense qu'il y a un mouvement de fond. Et sinon, sur d'autres produits, c'est vrai qu'on a parfois plusieurs idées, plusieurs projets, et donc on les soumet à des tests de consommateurs, et après, en fonction des résultats, on les priorise.
Donc on a un petit peu les deux, mais c'est vrai que parfois, donc ça c'est notre approche, mais parfois on est aussi démarché par certains acteurs qui nous disent voilà, nous on a un produit, on a des produits intéressants, par contre on n'a pas beaucoup de relais pour les commercialiser, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de faire un coffret avec vous pour essayer justement d'avoir une meilleure visibilité et de faire valoir notre produit auprès de vos réseaux de distribution, parce que nous on est présent dans 5000 points de vente aujourd'hui, donc c'est vrai que ça intéresse parfois certains acteurs, donc ça arrive qu'on soit démarché, du coup qu'on accepte de lancer des nouveaux produits avec des acteurs, comme par exemple le partenaire qu'on a pour le coffret dégustation œnologie, qui nous avait contacté en disant est-ce qu'on peut pas faire un produit ensemble pour essayer de promouvoir les dégustations de vin. On a dit bah, allons-y et on est parti avec eux. Merci. Monsieur, vous aviez une question, là, si vous voulez bien descendre le micro. Merci. Je vais poser une question et juste avant, je vais donner une indication. Pascal Horry m'a demandé ce matin de donner un site et comme c'est un site tout frais, tout chaud, j'ai dit trop vite. Alors, à propos du premier festival de la gastronomie bretonne, le site c'est jambonpuré.ifranceattaché.com. Alors je répète, jambonpuré.ifrance.com. Jambon puré parce que c'est le produit final et le plus surprenant de tout ce festival. Donc, ma question est la suivante. C'est une suite de ce qui a été, c'est la chute de ce qui a été dit ce matin dans la première table ronde, hein, sur une expérience en Bretagne sur. Je serais tenté de dire à tout France. On travaille beaucoup avec la Caisse des dépôts, avec Oseo, sur la thématique de l'innovation. Alors là, plus sous les aspects financement et soutien à l'innovation. On est soutien de structures comme le comité Bougainville, qui est la fédération des entrepreneurs et investisseurs du tourisme, qui, elle aussi, est très présente sur le champ de l'innovation dans le secteur du tourisme. Aujourd'hui, en dehors d'Avenir Tourisme, donc d'Oseo, il n'y a pas vraiment de structure en France, en tout cas à mes connaissances, qui soutiennent ou qui soient porteurs d'innovation. Et on est naturellement partenaire d'Oseo là-dessus. On a entamé une réflexion sur le sujet avec une étude qu'on a faite sur l'innovation dans l'hôtellerie. J'interviens là dans une semaine sur l'innovation dans le tourisme au sens large et la nécessité pour les organismes et les structures touristiques d'innover en permanence pour conserver leur attractivité. C'est un peu ce que je disais en introduction tout à l'heure, quand on se dort dessus, bah, au bout d'un moment on perd l'intérêt des gens. Typiquement, si vous prenez un parc d'attractions, le parc Disney à Paris, tous les 2 ans, il vous sort une nouvelle attraction. C'est pas parce que ça leur fait plaisir, mais c'est parce que s'ils font pas ça, le cœur de leur clientèle, qui reste quand même de façon importante francilienne, ne reviendra pas. Et l'intérêt, en marketing, c'est un principe de base. Hein, acquérir un nouveau client, ça coûte très cher. Le fidéliser, ça coûte 20 ou 30% de ce prix-là. Et le seul moyen pour un opérateur touristique de rentrer dans ses frais de commercialisation, c'est de fidéliser ses clients. Et l'innovation est un élément essentiel de ça. Donc, clairement, oui, Atout France se positionne sur cette thématique-là. Et on a une production qui est aujourd'hui encore relativement embryonnaire, mais on travaille dessus. Et dans les régions, vous connaissez un peu? Bah, on a des relais, on a des conventions importantes avec des régions comme Languedoc-Roussillon, comme la Bourgogne, où on traite ces thématiques-là, puisqu'en fait, pour nous, ça sert de creuset d'innovation et de source d'information. Mais on n'a pas une démarche qui soit franchement établie aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive quasiment au terme de cette table ronde. La dernière, oui, madame. Et ce sera la dernière question. En fait, je réfléchis depuis tout à l'heure. Je voulais faire plutôt une petite contribution par rapport au débat sur le marketing. Rapprochez le micro parce que... Pardon. Je voulais faire une petite contribution en fait par rapport à l'histoire du cible et de l'offre dans le tourisme français. Je précise que je suis britannique, je suis installée en France depuis très longtemps et aujourd'hui je travaille dans le conseil sur le développement de nouveaux produits et de marketing de produits à sens pour les produits du terroir mais aussi pour le tourisme. Et il m'est amené aujourd'hui à intervenir
de plus en plus souvent au sein de sites touristiques ou de sites de patrimoine sur l'offre de services pour les touristes et notamment l'offre de restauration. Et je pense que c'est un lieu aussi, les lieux de la culture et du patrimoine sont aussi des lieux intéressants de médiation avec les produits du terroir que j'ai pas vu tout à l'heure, que j'ai pas repéré tout à l'heure, et sur lesquels il y a aussi des possibilités de discours et de corrélation en fait entre le terroir, les produits et l'histoire de ces produits-là. Voilà, je voulais faire cette contribution-là. Et une deuxième petit point aussi sur les cibles, et notamment sur les cibles étrangères, c'est qu'en fait, en termes d'alimentation, de manière de s'alimenter, on n'a pas tout à fait les mêmes pratiques dans ces différents pays, et que l'heure du déjeuner est peut-être pas envisagée de la même manière pour les Britanniques, et les Allemands, etc. Les horaires aussi de repas sont pas toujours envisagés de la même manière. Et ça, ce sont des choses qui sont rarement pris en compte dans ce type de lieu et aussi dans certains restaurants touristiques. Donc je pense que c'est intéressant de prendre en compte ces pratiques culturelles-là aussi, même si c'est pour faire connaître des produits français, c'est pas toujours au même moment en fait qu'on les consomme. Voilà. Merci madame, donc on va terminer là-dessus. Et effectivement, on l'avait un petit peu évoqué, mais pas complètement. L'accueil de touristes étrangers suppose qu'on parle leur langue pour mieux les accueillir, mais effectivement qu'on prenne en compte leur culture ou leurs caractéristiques de vie pour les transposer, en tout cas les intégrer dans l'offre. Il me reste à remercier l'ensemble de nos intervenants qui ont approché, mais ça a été évidemment pas de façon exhaustive, ça a été un certain nombre d'éclairages sur les possibilités de conception de produits centrés sur la gastronomie. Je vous remercie et la suite demain.